L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Marco. Ciao. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Ici, et il fait un peu plus frais aujourd'hui. Non, ça va très bien. Ouais, et puis j'ai vu sur le radar que tu vas te prendre l'orage d'ici 20 heures, je crois, quelque chose comme ça. Absolument. Mais ça va être bien, ça va rafraîchir un peu parce que c'est un peu trop chaud. Et puis la nature a besoin de l'eau. C'est juste. T'as déjà fait tes 10 000 pas, je sais pas si tu fais 10 000 pas par jour, mais t'as déjà fait... Alors 8 000. J'ai pas encore mis le compteur, la barre jusqu'à 10 000, mais 8 000, 7 jours sur 7, c'est déjà pas mal. Ah ouais, tu fais ça tous les jours, ah ouais, super. Ouais. Alors, t'as raison, chapeau. Du coup, par rapport au sujet du jour, pour toi, le réchauffement climatique, c'est un mythe, une manipulation, c'est une réalité. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Je vais faire un pléonasme, une réalité réelle, totale. Et puis, étant suisse, je pense que tous les pays le vivent, hein, mais chez nous, c'est très très frappant par rapport à la neige et les hivers. Hein. Donc, on a plein des phénomènes comme ça vécus déjà que le constate, sans avoir besoin d'aller dans le rapport du GIEC, ce que les gouvernements, ce que les autorités, les scientifiques disent. On le voit. Concrètement, tu le vois à quoi? Tu avais l'habitude d'aller dans certaines stations, tu vois qu'il n'y a plus du tout de neige, ou même déjà à Lausanne, chez Alagobé, il y avait souvent de la neige et puis maintenant plus grand chose. Ouais. Les hivers sont beaucoup plus courts. Quand on a 3 semaines de neige, parfois 4 grand max, et encore avant c'était beaucoup plus long. Les froids type -7, -15, avant on avait, aujourd'hui ça tourne autour de -1, -2, quelquefois la sensation un peu plus basse. Et puis les glaciers, c'est pour nous en Suisse, c'est une catastrophe. Hein. Et je crois que la chose rarissime, c'est voir un montagnard qui qui constate pas le réchauffement. Il faut qu'il soit aveugle, et même là il réalise puisqu'il peut marcher beaucoup plus loin. Les glaciers reculent, il y a un tiers qu'on a perdu, donc c'est énorme, c'est gigantesque. D'accord. Alors je vais un petit peu reformuler ça. Donc tu l'as vu parce que les hivers. Donc tu constates ce réchauffement climatique parce que les hivers sont plus courts. Avant on avait fréquemment des -15, -7, mais maintenant c'est plutôt des -1 degrés Celsius. Tu m'as aussi donné l'exemple des glaciers qui reculent très fortement et on le constate parce que on arrive à marcher. Disons sur le dur alors qu'avant on était sur la glace. Bon, tu me dirais que la glace est dure, mais j'ai très mal dit ça. On constate le recul du glacier parce que la glace ne va pas aussi loin qu'auparavant. Exactement. C'est même, excuse-moi de te couper, c'est impressionnant. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas juste prendre la réglette et voir. Même le mètre n'est pas suffisant. La distance se compte en centaines de mètres. Hein. Donc c'est la dimension impressionnante de ce recul qui permet de te montrer l'ampleur en fait du réchauffement climatique. Et en plus, si tu me permets, j'ajouterais Blatten. Je sais pas si vous connaissez le village de Blatten qui n'était pas très connu. Enfin connu, c'était un village touristique, mais ce n'était pas Genève. Aujourd'hui, très connu, qui a disparu. Complètement disparu par les effets du réchauffement en pente de montagne, a complètement dévalé dessus. Heureusement que les autorités ont tout fait et quelques jours avant, le village a été évacué. D'accord. Alors du coup, comment tu peux être sûr que c'est le réchauffement climatique et pas autre chose? Je crois que le rapport du GIEC, que je l'ai lu, et je pense que surtout les gens qui critiquent ce rapport le critiquent sans l'avoir lu. Il est éloquent, il le dit.
Plusieurs rapports le disent, hein, depuis l'ère industrielle, les problèmes des climats, la quantité de dioxyde de carbone, la concentration du carbone qui est extrêmement élevée. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'était quelque chose d'impressionnant. Dans les dernières 5 ans, je croyais qu'il y a une concentration augmentée de 20 et quelques %. Ceci était extrêmement plus bas avant l'ère industrielle. Donc, non. Alors, est-ce que l'homme est la cause du réchauffement, de ce que je puis lire? Non, mais il est l'accélérateur. Et tout climat qui accélère pose problème à tous les êtres vivants, puisque il nous faut du temps pour s'adapter. Et quand on n'a pas ce temps, voilà, c'est compliqué. D'accord. Donc tu me dis que j'ai déjà oublié de te demander l'échelle de 0 à 100. Tu crois au réchauffement climatique à quel niveau? 0 c'est tu crois pas du tout, 100% c'est tu crois totalement et sans aucune ambiguïté possible. Alors moi je vais ajouter un suffixe au mot croire, au verbe croire. Sinon j'aurais du mal à répondre. Je crois scientifiquement 10 sur 10. Au 100%. Oui, au 100%, d'accord. Et tu m'as dit une chose que je trouvais très intéressante. Tu m'as dit que l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique, mais qu'il est son accélérateur. Du coup, 2 questions. Qu'est-ce qui est à l'origine du réchauffement climatique? Et il l'accélère de combien? C'est-à-dire s'il n'y avait pas d'activité humaine, de quel facteur il accélère ce réchauffement climatique? Alors voilà, ça c'est une question compliquée parce que je veux pas me poser comme expert de sujet. Il y a encore moins utilisé les phrases on parce que je ne fais pas partie de la communauté scientifique. Ce domaine-là est spécifique, c'est pas mon domaine de spécialisation. Mais dans ce que je peux lire, rapport du GIEC, tout ça, c'est une sacrée accélération que je me souviens plus les chiffres en tête, je suis navré, mais il est constaté, il est là. Sans l'activité humaine de gaz carbonique, en l'occurrence effet de serre, etc., cette accélération n'aura pas été aussi importante et par sa vitesse, elle pose problème pour les êtres vivants, pour la nature en elle-même. Quand je dis nature, la relation entre les éléments et les êtres vivants qui en font partie. D'accord. Alors, je vais réitérer ce que je disais avant. J'aime quand on ne sait pas dire quand je ne sais pas, et c'est exactement ce que tu viens de faire. Donc merci pour ça. J'ai posé une autre question par rapport à ce rapport du GIEC. Au-delà de ton expérience personnelle dont on a discuté au début de cet entretien, tu as l'air de faire très confiance au rapport du GIEC. Ma question est la suivante. Pourquoi tu accordes beaucoup de confiance au rapport du GIEC? C'est pas forcément le cas de tout le monde. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels éléments t'ont amené à faire très confiance à ce rapport-là. Alors, je crois que le premier élément qui peut paraître étrange, mais que je crois que c'est assez rigolo que les gens ne le fassent pas, c'est de l'avoir lu. Hein? Parce que beaucoup de gens sont contre, mais ne le ont pas lu. Ont entendu parler du rapport, ils font comme des perroquets, je suis pas d'accord parce que. Je l'ai lu. Oui. Ensuite, les données statistiques inférentielles et ainsi que descriptives sont claires et éloquentes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je crois à la méthode scientifique qui est le cœur du rapport. Donc voilà. Je sais pas si je réponds à tes questions. Alors, tu as parfaitement répondu à mes questions. Je vais reformuler ça, si j'ai bien compris. La première chose, tu l'as lu, et donc du coup, c'est plus facile de savoir si on est convaincu par quelque chose en l'ayant lu. Ça paraît trivial, mais tout le monde ne fait pas toujours ça, et donc c'est un premier point qui est effectivement important. Le deuxième, c'est en l'ayant lu, tu as constaté que les données sont claires et éloquentes, donc ça t'a parlé et comme les choses sont, je suppose, bien présentées puisque tu me parles comme ça, pour toi ça avait du sens et donc c'était quelque chose de convaincant. Et puis la troisième chose, c'est que tu as la conviction que la méthode scientifique
est la meilleure méthode actuelle dans l'humanité pour s'approcher ou accéder à la réalité, c'est-à-dire créer les connaissances et puis pouvoir avancer. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu plus loin que ce que tu m'as dit, mais c'est ce que je sais et je ressens. Absolument. Est-ce que tu me confirmes que c'est correct? Absolument. Et la méthode scientifique, en quoi consiste? C'est pas une théorie, hein. C'est pas une nouvelle religion qui remplace les autres et qui dit, moi, je crois à ça, tu crois à ça, donc chacun de son côté. Non, la méthode scientifique, c'est un protocole, c'est un procédé où on va vérifier nos hypothèses de manière plausible, voir si elles sont reproductibles, soit si elles constatent. La méthode scientifique implique aussi un débat, implique la comparaison d'informations et surtout qu'on valide pas une hypothèse. On vérifie si elle tient encore la route et on verra combien de temps elle tiendra quand elle sera améliorée. Normalement, la science ne fait pas de saut, elle fait que s'améliorer. Donc, c'est en quoi que je crois c'est pourquoi je crois dans la méthode, c'est parce que les hypothèses sont des hypothèses et pas des vérités, parce que du moment où quelque chose devient une vérité, on peut plus faire de la science. Ce que tu me dis, c'est que le cœur de la méthode scientifique est de remettre en question, d'essayer d'attaquer les hypothèses qui sont faites, et ce qui devient des connaissances, c'est les hypothèses qui tiennent la critique et les attaques des différentes personnes qui travaillent dessus. Excuse-moi de te couper, si tu me permets, j'utiliserai la métaphore de la sélection naturelle. Les hypothèses qui survivent à la sélection naturelle, c'est-à-dire en l'occurrence la méthode scientifique, elle continuera à survivre. Or, comme tout organisme vivant, si l'homme a réussi jusqu'alors à vaincre la sélection naturelle, il n'a aucune garantie que dans 100 ans, il sera toujours là. Les hypothèses ont ces statuts-là de vie temporaire et la méthode scientifique, c'est la sélection naturelle. D'accord, intéressant. Ouais, très bonne métaphore. Merci pour cet exemple. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre qui remettrait en question les conclusions du rapport du GIEC? Je sais que c'est pas évident comme question peut-être, mais est-ce que tu as une réponse ou le début d'une réponse? Oui. Pour moi, c'est très simple. Le rapport du GIEC est un effort des scientifiques mondiaux qui veulent faire comprendre à la population leur objet d'étude et leurs conclusions. Et en ça, on ne peut que les saluer parce que quand les scientifiques disent rien, on le reproche avec des arguments complotistes. Et quand ils disent, on le reproche avec des arguments complotistes. Donc c'est compliqué. Pour moi, ce qui mettrait en cause le rapport du GIEC, c'est un rapport du GIEC. Aussi sérieux qui disent on s'est trompé, on affine nos mesures, parce que je pense aussi que c'est très important, une hypothèse scientifique, elle ne peut être que perfectible, elle peut être que améliorée. Et c'est pourquoi la science est intéressante, parce qu'elle n'est pas figée dans l'espace-temps, vu que les hypothèses ne peuvent que s'améliorer, elles ne peuvent pas être des vérités. D'accord, donc ce que tu me dis finalement, c'est de par le caractère intrinsèque d'autocorrection de la méthode scientifique, tu fais confiance au rapport du GIEC pour que le rapport du GIEC dise non, on s'est trompé, ou il y a certains éléments qui étaient pas corrects, voilà les éléments corrigés et voilà pourquoi. Et c'est ça qui fait que tu accordes ta confiance dans la méthode scientifique, c'est cette propriété d'autocorrection. Exactement, la même propriété qui fait qu'un sportif de haut niveau avance, parce qu'il se corrige perpétuellement. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée? Non, tes questions ont été très intelligentes. Non, j'ai beaucoup apprécié. Écoute, moi c'est pareil, j'ai encore regardé avec mes camarades s'ils ont une question à emporter pour toi, Marco. Alors, ouais. J'en ai une. Oui, Russell. J'en ai une.
Marco, si je comprends bien pour toi, la science c'est quand même le sujet qui va pouvoir vraiment nous alerter et nous permettre de redresser peut-être potentiellement la barre sur cette histoire de dérèglement climatique. Si on considère que la science est au courant depuis plus de 50 ans de ce problème-là et qu'à elle seule, elle n'a rien changé sur notre mode de vie, quelle en serait l'explication? Merci, Une Russell. question à emporter, n'est-ce pas? Oui. Épistémique, est-ce que tu as une question à emporter pour Marco? Non, j'ai pas de question. Merci. John? Ouais, moi j'ai une question. Parmi les gens que l'on qualifie de climato-sceptiques, c'est quoi l'argument que tu trouves le plus crédible venant de chez eux? J'ai pas de Je question. laisse Claude. Ouais, merci Mel. Tu veux répondre à John très brièvement? Zéro. Alors, plus brièvement que ça, on pouvait pas faire. Merci beaucoup d'être passé, Marco. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Du coup, comment tu t'es senti pendant cet entretien? C'est très addictif parce que c'est si agréable qu'on a envie de retourner. Okay? Donc, il faut que vous preniez congé. Hein? Tous les dimanches, vous soyez là. Si tu veux, je peux t'insulter. Hein. Je peux t'insulter si tu veux, Marco. Comme ça, tu viendras plus. Ça va être difficile, le recel. Alors, merci beaucoup et puis bonne fin de journée à toi. À la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup, Marco. Salut, Marco. Des bisous. Consenti toujours, mais des bisous.